Et si je vous disais qu'il existe une seule décision, une seule, qui distingue l'empathique condamné à souffrir sans fin de celui qui finit enfin par se libérer? Restez jusqu'au bout, car ce que Carl Jung a révélé sur ce tournant pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la liberté émotionnelle. Carl Jung disait que le plus grand privilège d'une vie est de devenir réellement soi-même. Mais pour les empathes, ce privilège a un coût que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Car avant de devenir eux-mêmes, ils doivent d'abord cesser d'être la personne dont tout le monde a besoin. La plupart des gens pensent que la liberté consiste à quitter un endroit, mettre fin à une relation ou recommencer ailleurs. Pourtant, Jung a découvert quelque chose de bien plus profond et bien plus dérangeant. La véritable liberté est un événement intérieur. Et pour l'empathe, elle commence par la décision la plus terrifiante qu'une personne hypersensible puisse prendre, choisir enfin elle-même. Cela paraît simple. Mais pour un empathe, c'est une révolution. Et vous comprendrez bientôt pourquoi tant d'empathes repoussent cette décision pendant des années. Parfois toute une vie. Selon Carl Jung, le psychisme de l'empathe est façonné par ce qu'il appelait la participation mystique. Une fusion profonde, souvent inconsciente, avec les émotions des autres. Dès qu'ils entrent dans une pièce, ils absorbent, ils analysent, ils portent. Ils ne remarquent pas simplement votre douleur, ils la ressentent comme si c'était la leur. Ils n'observent pas seulement votre anxiété, ils l'intègrent en eux. Ce n'est pas un choix. Jung voyait cela comme une orientation fondamentale de l'âme humaine. L'empathe est naturellement conçu pour se connecter, ressentir et accueillir les émotions des autres. Mais c'est précisément là que cela devient une prison. Carl Jung a découvert que cette même capacité qui rend les empathes profondément compatissants les rend aussi extrêmement vulnérables à ce qu'il appelait la servitude psychique. Ils deviennent prisonniers des mondes émotionnels des autres. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur système émotionnel ne fait plus la différence entre leur propre souffrance et celle des autres. Ils portent des fardeaux qui n'auraient jamais dû être les leurs. Ils résolvent des problèmes qu'ils n'ont pas créés. Ils restent dans des situations qui les détruisent lentement. Parce que partir leur donne l'impression d'abandonner quelqu'un dans la souffrance. Et Jung a identifié quelque chose de profondément troublant dans ce schéma. L'empathe ne se contente pas de tolérer cette dynamique. Il finit par construire toute son identité autour d'elle. Jung appelait cela l'inflation de l'archétype du sauveur. L'empathe commence alors à croire, inconsciemment, que sa valeur dépend entièrement de son utilité pour les autres. S'il ne guérit personne, il se sent inutile. S'il ne se sacrifie pas, il se sent égoïste. S'il ne souffre pas pour quelqu'un d'autre, il culpabilise d'être en paix. C'est là que réside le piège. Et Jung comprenait parfaitement son fonctionnement. Écoutez bien. Car c'est ce mécanisme qui maintient tant d'empathes enfermés pendant des décennies. Selon la théorie des complexes de Carl Jung, un complexe est un ensemble d'émotions, d'idées et de souvenirs chargés affectivement, qui agit sous le niveau de la conscience. Chez l'empathe, le complexe dominant est souvent ce que Jung appelait le complexe du sauveur. Une croyance inconsciente profondément ancrée, selon laquelle sa mission est de sauver les autres de leurs ténèbres. Ce complexe ne se présente jamais ouvertement. Il se déguise en amour, en loyauté, en dévouement. L'empathe croit sincèrement agir par compassion, alors qu'en réalité, il agit sous l'effet d'une compulsion intérieure. Et la différence entre les deux est immense. Jung disait que la compulsion porte souvent le masque de la vertu. Et cela n'est nulle part plus vrai que chez l'empathe incapable d'arrêter de donner. Mais c'est ici qu'apparaît le véritable tournant. Le moment où tout bascule. Carl Jung décrivait un processus qu'il appelait l'effondrement du persona.
Le persona est le masque que nous portons pour répondre aux attentes du monde extérieur. Chez l'empathe, ce masque est celui du guérisseur toujours disponible, du donneur infatigable, de la personne qui ne dit jamais non. Mais Jung a découvert qu'aucun masque ne peut résister éternellement à la vérité du soi authentique. Tôt ou tard, le masque se fissure, et lorsque cela arrive, l'empathe se retrouve face à une réalisation dévastatrice. Il a essayé de donner à partir d'un réservoir vide depuis bien longtemps. C'est le point de crise. Mais pour Jung, la crise n'était pas un échec. Il la considérait comme la porte d'entrée vers l'individuation. Ce moment où le faux soi commence à se dissoudre et où le vrai soi exige enfin d'être reconnu. Et c'est précisément de cette crise qu'émerge la décision qui libère définitivement l'empathe. Voici ce que Jung avait compris, et que la plupart des gens ne saisissent jamais. Cette décision ne consiste pas à devenir égoïste. Elle ne consiste pas à se fermer émotionnellement. Elle ne consiste pas à construire des murs ou à devenir froid. La décision qui libère l'empathe est le choix conscient, volontaire et irréversible de ne plus s'abandonner lui-même pour être constamment présent pour les autres. Jung appelait cela le retrait des projections. L'empathe cesse de projeter son propre besoin de guérison sur les autres. Il arrête de voir les personnes brisées comme des missions à sauver. Il cesse de considérer son repos comme de la paresse et ses limites comme une trahison. Il récupère ce que Jung appelait la vie non vécue. Toute cette énergie, cette créativité, cette joie et cette paix qu'il avait sacrifiée sur l'autel des dysfonctionnements des autres. Et ce qui se produit ensuite est ce que Jung nommait l'énantiodromie, le grand renversement. L'empathe qui était toujours disponible devient volontairement sélectif. Celui qui faisait preuve d'une patience infinie commence à protéger stratégiquement son temps. Celui qui disait oui à tout découvre enfin le pouvoir sacré et libérateur du non. Mais ce qui rend cette transformation si différente d'un simple développement personnel, c'est ceci. Selon Carl Jung, l'empathe ne perd pas sa sensibilité au cours de ce processus. Il l'affine. Il cesse de tout ressentir sans distinction et apprend à ressentir avec discernement. Il n'absorbe plus toutes les émotions présentes autour de lui. Il choisit désormais celles qui méritent réellement son attention. Jung appelait cela le sentiment conscient, qu'il considérait comme la forme la plus élevée du don empathique. L'empathe qui prend cette décision devient ce que Jung décrivait comme psychologiquement complet. Il aime, mais sans se perdre dans l'amour. Il donne, mais sans donner à partir du vide. Il se soucie profondément des autres, mais plus au détriment de sa propre survie. Il comprend ce que Jung appelait le paradoxe de la totalité. Prendre soin de soi n'est pas l'opposé du fait de prendre soin des autres. C'en est la condition indispensable. Et voici le dernier élément qui rend cette décision totalement irréversible. Carl Jung a découvert qu'une personne qui a goûté à son identité authentique ne peut plus retourner à une vie où elle n'est qu'un fragment de l'histoire des autres. L'empathe qui se choisit lui-même a franchi ce que Jung appelait le seuil de conscience. Il voit enfin les anciens schémas pour ce qu'ils sont réellement. Il comprend que la culpabilité a souvent été fabriquée. Il réalise que ceux qui rejettent ses limites étaient surtout à l'aise avec son absence totale de limites. Et il accepte, avec lucidité et sans s'excuser, que certaines relations ne peuvent survivre à son épanouissement. Non pas parce qu'il est devenu pire, mais parce que ces relations avaient besoin de son incomplétude pour fonctionner. Jung disait que l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir est de devenir conscient. Pour l'empathe, cela signifie comprendre enfin qu'il n'est pas responsable de la guérison des autres, que sa compassion est un don et non une obligation, que sa lumière lui appartient d'abord à lui-même. Ah, voilà la décision qui libère un empathe. Ce n'est pas un départ spectaculaire,
Ce n'est pas une confrontation. Ce n'est pas une grande déclaration dramatique. C'est un changement silencieux et intérieur. Un moment où l'empathe regarde son propre reflet et, pour la première fois de sa vie, se dit « Je te choisis ». Et selon tout ce que Carl Jung a étudié durant sa vie, cette unique décision, cet acte radical de loyauté envers soi-même, marque le commencement de tout ce que l'empathe était destiné à devenir. Non pas quelqu'un qui cesse de ressentir, mais quelqu'un qui apprend enfin à se traiter lui-même avec la même profondeur, la même tendresse et la même dévotion qu'il réservait autrefois uniquement aux autres. Voilà ce qu'est la liberté. Et une fois qu'elle est choisie, il devient impossible de revenir en arrière.